Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à la facturation électronique avec CEDIX3. Nous sommes ravis de vous voir si nombreux avec nous ce matin. De mon côté, donc, je vais me présenter, je suis Mariam Letifi, je suis chargée de marketing et communication chez Arcane et je serai accompagnée ce matin de Bertrand Tac, qui est spécialiste et expert des sujets relatifs à CEDIX3 et qui représente l'éditeur Sage avec nous ce matin. Bonjour à tous, merci Maria pour cette introduction. Oui, Bertrand Tac, donc consultant en vente sur la solution Sage 3 chez Sage, donc expert sur les domaines finance, négoce, facturation électronique notamment. Voilà. Merci Bertrand. Nous sommes donc ensemble pour environ 1 heure de présentation et d'information autour d'un sujet d'actualité qui est brûlant, qui est celui de la facturation électronique avec votre ERP CEDIX3. Et donc l'objectif pour nous ce matin, c'est de vous délivrer un maximum d'informations et de conseils utiles avec lesquels vous pouvez repartir de ce webinaire. Alors, sans plus tarder, parce que aussi cette présentation s'annonce assez dense, je vous invite à jeter un rapide coup d'œil sur le sommaire de ce webinaire qui va démarrer par un rappel des principales évolutions apportées par les releases X3 depuis 2 ans environ, avant d'enchaîner sur la nouvelle politique de maintenance qui a été mise en place par l'éditeur et qui nous permettra d'arriver ensuite sur le sujet de la facturation électronique et de délivrer tous nos conseils pour être conformes. Je vous invite également au cours de cette présentation donc, à bien couper vos micros, utiliser le chat qui est sur votre droite pour poser vos questions en fil de présentation, de manière à ce que la présentation soit la plus fluide possible. Voilà, donc avant cela, et donc même si on a avec nous ce matin une grande majorité de clients qui sont connectés, il me semble quand même important de revenir sur une présentation d'Arcane qui, je le rappelle, est donc intégrateur expert de l'ERP CEDIX3. Donc c'est d'ailleurs l'occasion de rappeler la chronologie et l'histoire de l'entreprise qui a été fondée en 83 en Provence, qui s'est spécialisée dans les années 90 dans l'intégration de ProdStar avant de basculer vers Adonix X3 dans les années 2000 et de poursuivre avec CEDIX3 après le rachat de la solution par Sage en 2005, ce qui nous donne d'ailleurs aujourd'hui finalement donc cette légitimité d'expert et de pure player de l'ERP X3 depuis l'origine. Donc effectivement depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Nous avons également su étoffer nos offres au fur et à mesure du temps avec le lancement en 2008 de notre solution Arcane WMS pour la gestion d'entrepôt avec X3 et l'intégration en 2019 de notre filiale Casam qui édite des solutions de digitalisation de l'activité B2B. Qui nous ramène donc à aujourd'hui, en 2023, qui est l'année de nos 40 ans que nous allons célébrer cet été, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Voilà, donc on va prendre maintenant un peu de hauteur avec quelques chiffres clés à retenir à propos d'Arcane, donc qui, je rappelle, est partenaire 100% CEDIX3, contrairement à certains de nos confrères qui jouent la carte du multi-éditeur. Chez Arcane, on est 100% CEDIX3. On a également une équipe de consultants et développeurs qui sont tous certifiés par l'éditeur et on se hisse en 2023 parmi les meilleurs partenaires de Sage en intégrant le programme de partenariat Top League de l'éditeur. Alors, en quelques chiffres, Arcane, c'est aussi 7 solutions métiers que je vais vous présenter juste après, plus de 100 clients à travers une quinzaine de pays et plus de 650 projets effectivement donc déployés et une communauté de plus de 8000 utilisateurs X3 en France et dans le monde, ce qui donne à Arcane cette dimension d'expert de l'ERP X3. Donc ça, ce sont vraiment quelques chiffres clés à retenir à propos d'Arcane. Tu peux avancer effectivement, et effectivement, on n'est pas Arcane, nous ne sommes pas devenus experts du jour au lendemain. Nous avons aussi bâti notre savoir-faire et notre réputation sur 3 valeurs cardinales que vous retrouvez dans le logo de notre entreprise et qui sont tout d'abord effectivement l'écoute, qui est le facteur clé de la réussite d'un projet, et on se doit chez Arcane d'être attentif et à l'écoute de tous les enjeux des projets de nos clients et de nos futurs clients. L'expertise également parce que au sein d'Arcane, nous sommes tous et toutes tournés vers une seule et même solution qui est CEDIX3. Chacun vient ensuite apporter sa propre expertise, qu'il soit commerciale, production, ADV, logistique, dans le déploiement des projets. Et enfin, l'engagement. L'engagement parce que chez Arcane, on est engagé dès le premier rendez-vous.
On ne s'arrête pas à la signature du contrat. On est dans une relation de partenariat, ce qu'on appelle chez nous en fait l'éthique de service, parce qu'on prend également un engagement humain et moral dans la réussite des projets de nos clients. Et ça, c'est quelque chose qui est ancré et très fort dans la culture d'entreprise chez Arcane. Donc voilà, ces 3 valeurs, écoute, expertise, engagement, qui font l'ADN d'Arcane. Enfin, donc, je vous parlais donc, tout à l'heure dans les chiffres clés à retenir à propos d'Arcane de 7 solutions métiers qui sont toutes des solutions intégrées nativement à l'ERP CEDIX3, puisque, encore une fois, c'est notre ADN et c'est ce qui constitue finalement l'ERP étendu par Arcane. Alors, on a tout d'abord des solutions proposées par l'éditeur, telles que SEDUDOC pour la dématérialisation et la GED, Sage Fiscalité pour tout ce qui concerne les métiers financiers. Et on propose également 2 solutions de business intelligence intégrées à X3, donc Sage Enterprise Intelligence et MyReport. Et enfin, on a également à notre catalogue des solutions maison donc Arcane WMS pour la logistique et les solutions Kazam Store B2B et CRM pour tout ce qui touche notamment à l'e-commerce B2B avec l'ERP. Donc voilà un petit peu pour cette vision globale de l'ERP étendu par Arcane. Et je vais donc terminer par cette slide. C'est une slide donc, qui vous présente quelques-unes de nos références et c'est une slide dont nous sommes particulièrement fiers chez Arcane. D'abord parce qu'on est fiers et reconnaissants de la confiance que nos clients nous accordent, fiers également de la diversité des métiers et des secteurs que nous adressons et puis surtout honorés d'avoir d'année en année toujours plus de nouveaux clients, des grands noms des secteurs agroalimentaires comme les Vergers Boiron, Leroy René, Sacla, Gima, les comptoirs de Mathilde, et je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais également des grands noms de l'industrie comme Watts, Profil System, De Sautel, Resistex et bien d'autres encore qui nous font confiance. Et d'ailleurs, je profite justement de cette prise de parole pour remercier chacun de nos clients parce que chez Arcane, il n'y a pas de petits clients et donc c'est important de vous remercier à vous, les clients qui êtes présents et connectés avec nous ce matin, mais également à tous les clients qui recevront par ailleurs cette présentation en replay. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette présentation et ce rappel de l'identité d'Arcane. Je vais donc laisser la main à partir de maintenant à Bertrand pour commencer à rentrer dans le vif du sujet avec, donc, comme annoncé dans le sommaire, donc un premier coup d'œil sur les principales évolutions en compta et finance apportées par les précédentes releases de CEDUX3. Merci Mariam pour cette belle introduction. Donc Bertrand Tac, je vais vous présenter les différentes évolutions associées aux releases. Donc j'ai voulu simplement marquer les principales évolutions, et bien sûr je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune d'entre elles, et j'ai capitalisé un peu sur toutes les releases et vous fais une petite mise à jour de ces évolutions. Donc déjà, première grande évolution qui, vous l'aurez remarqué, a touché plusieurs releases, c'est tout le nouveau, ce qu'on appelle le framework, le cadre de paramétrage de la déclaration de TVA qui a évolué depuis un certain nombre de releases et qui permet justement d'avoir un cadre unique de paramétrage de la TVA pour les différentes législations. Alors certes, ça peut paraître parfois un peu lourd en termes de paramétrage, mais c'est quelque chose qui est devenu très flexible et qui plaît à de nombreux clients. On a eu des retours positifs sur ce paramétrage de la TVA, car ça permet d'identifier certains flux. Et notamment, ça a permis tout simplement de permettre le paramétrage du nouveau formulaire de déclaration de TVA CA3 de l'année dernière. Donc tout simplement par paramétrage, grâce au formulaire et les cases, vous pouvez donc, par rapport à les évolutions réglementaires, paramétrer le formulaire comme il vous convient. Et en plus, vous pouvez être à même d'identifier certains flux, car dépendant de ce paramétrage, notamment au niveau des cases de TVA, vous allez pouvoir filtrer sur des types de pièces, sur des comptes, etc., des codes taxes pour alimenter telle ou telle case de TVA et alimenter et identifier des flux bien particuliers. La déclaration de TVA a évolué, ça fait de nombreuses années qu'on le demandait et ça va maintenant jusqu'à la génération du fichier de TVA et la pièce déclarative d'OD de TVA. Donc vraiment une nouveauté. Je ne sais pas si vous êtes tous à jour et vous bénéficiez de cette évolution, mais c'est quand même quelque chose de pratique et d'attendu depuis quelques années.
Je tenais également à vous faire part d'une évolution concernant la déclaration d'honoraires, la DAS 2 pour 2023, pour la campagne à venir, donc pour les revenus 2022, pardon. Il y a une nouvelle release qui va être disponible, donc la R1 de 2023, on reviendra un peu sur la partie de release, qui va permettre donc de traiter, notamment, ils veulent une clarification en termes de production de cette déclaration d'honoraires, donc ils veulent notamment l'ajout d'un code motif, donc qui va être disponible dans le fichier. Donc cette release, elle sera disponible, donc il faudra l'installer pour cette campagne à venir. De même, il y aura une procédure, parce que le fichier doit être codé, doit être encodé. Donc là, ça se fera manuellement, mais la procédure sera associée. Alors, ça me permet aussi de vous rappeler, n'hésitez pas à aller sur l'aide en ligne. Vous avez une page sur des release notes. Et quand vous cliquez sur celle-ci, vous arrivez donc sur les évolutions ou les corrections. Vous pouvez naviguer sur les deux onglets et ainsi voir par domaine, hein, comptable, achat, vente, production, etc., etc., les dernières évolutions, ce qui vous permet aussi d'appréhender donc, les avancées de Sagix 3, release par release. Alors, alors, je ne sais pas si vous avez aussi remarqué cette évolution concernant les règlements. C'est lié maintenant donc à la séparation des rôles, au point donc très sensible sur les habitations en termes de dépenses, hein, donc de gestion de trésorerie. Donc maintenant, il y a une évolution concernant les règlements qui demandent donc pour tout ce qui est création des comptes bancaires, qui demande d'avoir un paramétrage autorisé pour permettre cette création ou la sélection des comptes bancaires. Donc, ça va déjà permettre de réduire le risque à ce niveau-là, donc c'est par un paramètre, hein. Vous pouvez également poser des approbations sur les règlements et sur les bordereaux de remise avant de produire le fichier bancaire. Donc, ceci vient en complément du coup des autorisations sur chaque fonction. Ces approbations, hein, elles sont directement reliées à chaque utilisateur et donc permettent une finesse de gestion de cette partie trésorerie, hein, dépenses. L'autre point également, c'est qu'il y a eu des évolutions sur la partie rapprochement bancaire, hein, où l'écran maintenant, avant on avait un écran avec les lignes au-dessus et en dessous, maintenant on est sur deux carrés, deux cadres au niveau du rapprochement bancaire avec des lignes côte à côte, hein, en deux colonnes, qui permettent de faciliter le pointage. Est-ce que vous مشيت pouvez couper le micro, s'il vous فيها plaît? ما قالت لي راه خدم لي هذاك الشيء. Excusez-moi, il y a des gens qui ont laissé le micro ouvert. Si vous pouvez couper, merci. Excusez-moi, je vais essayer de les Pas de identifier, je vais leur couper le souci. son. Ah, je leur coupe. Merci, Ménade. Merci, Ménade. C'est fait. Merci, c'est plus calme. Concernant la gestion des intersociétés, je tenais aussi à faire un point sur cette partie donc qui concerne la gestion donc, des intersociétés avec la notion de code partenaire, code interco, qui est présent déjà depuis la V6, mais qui a été enrichi au fil des releases. Et vous bénéficiez également de nouvelles fonctions. Il y a une facture tiers intersociété, donc qui permet de saisir des factures pour plusieurs sociétés en précisant sur chaque ligne la société concernée et à la validation de la facture. Et ça permet de générer des pièces comptables de part et d'autre distinctes, hein, en passant par le mappage des comptes intersociétés. On a également la saisie de pièces intersociétés. Donc après, il faut appréhender aussi et bien valider l'autorisation d'effectuer ces flux auprès des instances comptables ou experts comptables pour bien appréhender ces flux-là. Ces flux intersociétés ont l'avantage d'alimenter le code partenaire et les codes flux et ainsi de préparer la balance de préconsolidation qui servira donc à l'outil statutaire pour cette consolidation. L'autre point, c'est que le dernier point que je voulais vous parler, c'est la reconnaissance de revenus sur l'affaire, qui est une évolution que tout le monde n'utilise pas. Donc, la gestion à l'affaire, elle est présente dans Sagix 3, ce qu'on appelle aussi PJM. Et du coup, on a maintenant des fonctionnalités de reconnaissance de revenus sur cette affaire qui permettent de collecter toutes les informations, les coûts réalisés, le revenu, le budget pour une affaire et une période donnée, et de calculer ainsi automatiquement la reconnaissance de revenus et générer les écritures comptables correspondantes, hein. C'est ça l'avantage aussi de Sagix 3, c'est que tous les modules viennent alimenter la comptabilité. Du coup, on a une traçabilité complète, hein. Ça aussi, c'est la force de la solution, traçabilité complète des différents flux
ce qui plaît aux personnes qui font l'audit de la comptabilité. Cette fonctionnalité de reconnaissance de revenus permet aussi de gérer la méthode de l'avancement qui permet donc de comptabiliser un chiffre d'affaires à une période bien donnée et dépendant donc de l'avancement de l'affaire. Hein. Après, on peut aussi facturer en fonction de jalons, etc., etc. Merci beaucoup, Bertrand. Je te redonne la main, du coup, Marianne. Oui, pas de souci. Enfin, je voulais juste que, effectivement, les personnes retiennent par rapport à la slide que tu as présentée, que finalement, toutes ces avancées qui ont été présentées, on en a vu 5, ce sont finalement des évolutions qui ont été apportées par des précédentes releases de CEDX3 qui, jusqu'à présent, étaient calées effectivement sur un rythme trimestriel. Donc, chaque release, ce qui était aussi important à retenir par rapport à ce qu'a présenté Bertrand, c'est que chaque release apporte finalement son lot de nouveautés et d'évolutions fonctionnelles et réglementaire. Alors, effectivement, on est passé là sur cette slide sur la présentation de la nouvelle politique de maintenance de l'éditeur Sage. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, effectivement, les releases de CEDX3 jusqu'à présent étaient trimestrielles et elles évoluent cette année pour passer à une nouvelle cadence semestrielle. Donc, avec 2 sorties de release qui sont prévues en avril et en octobre et qui finalement, in fine, donc, vont être calées sur le nom des saisons printemps et automne. Peut-être pour commencer, je vais peut-être essayer de commencer par introduire un mot de vocabulaire pour que nous soyons aussi tous d'accord sur la définition de ce qu'est une release. Donc la release, finalement, ce que c'est une nouvelle version de CEDX3, c'est une version nouvelle donc, et améliorée de CEDX3 qui va apporter des correctifs et des nouvelles fonctionnalités avec un numéro de version actualisé. Autrement dit, et peut-être que vous le savez déjà, mais effectivement, il n'y a plus de version majeure d'X3, donc il n'y aura a priori pas de V13 ou de V14 de cette X3 à l'avenir, mais on va donc plutôt parler de release. Donc ces releases, on va les appeler selon la date de sortie. Par exemple ici, CEDX3 2023 R1 ou CEDX3 2023 R2, idem en 2024 et idem pour les années suivantes. Donc voilà, donc sur cette petite frise que j'ai déjà commentée, on voit bien donc la nouvelle cadence. Mais surtout, ce qu'on voit avec cette petite flèche, c'est un exemple de cumulative patching. Parce qu'effectivement, techniquement, avec ce système de release, on ne va plus parler de migration en tant que telle, on emploiera plutôt ce fameux terme donc, de cumulative patching, qui est en fait le procédé qui va vous permettre de passer d'une 2023 R1 à une 2024 R2, par exemple, tout en bénéficiant des évolutions des versions intermédiaires, mais sans avoir à les installer préalablement. Donc, c'est important d'avoir ces deux notions de release et de cumulative patching en tête. C'est aussi le sens de ce que Arcane peut vous proposer avec le contrat Magix 3, qui, je vous le rappelle, vous permet de bénéficier d'une montée de version par an de votre RPC d'X3 avec un budget maîtrisé. Ce n'est pas l'objet de cette présentation. Donc, s'il y a des questions à propos de Magix 3, je vous inviterai effectivement à vous rapprocher de Delphine Cocan, qui est votre interlocutrice sur le sujet. Et donc, surtout, garder en tête par rapport à cette slide donc, ces deux notions de release et de cumulative patching. On va s'intéresser donc maintenant au volet assistance qui est prévu par l'éditeur. Donc Sage, effectivement, a globalement revu la durée de maintenance de ces releases qui sont désormais couvertes 24 mois au total au lieu de 15 mois précédemment et qui vont conserver donc 3 grandes phases dont la plus importante est le service pack. Le service pack donc démarre à la sortie commerciale de la release et va durer 6 mois. En fait, le service pack, il va couvrir l'ensemble des correctifs et des nouvelles fonctionnalités qui vont cibler spécifiquement justement une évolution réglementaire ou légale. Et ça va être le cas en particulier, pardon, ça va être le cas en particulier pour la facturation électronique avec CEDX3. Et c'est donc cette phase qui est la plus importante à retenir pour la suite de la présentation. Les phases suivantes que l'on voit donc, sur ce petit schéma donc, sont les phases de stade 1 et 2. Et ces phases vont couvrir quant à elles essentiellement ce qu'on appelle donc, les hotfix, qui sont la garantie pour le client de se voir livrer un patch correctif pour toute faille de sécurité ou toute anomalie bloquante qui concernerait donc l'utilisation de son ERP X3. Mais à retenir,
24 mois au global de maintenance pour chaque release sortie par l'éditeur et les 6 premiers mois, ces fameux service packs qui vont permettre de couvrir par un patch donc toutes les évolutions légales et réglementaires qui interviendraient dans les 6 mois qui suivent la sortie commerciale de la release. Donc voilà pour ces grands principes de la politique de maintenance. Je voudrais rappeler, avant de relaisser effectivement la main à Bertrand, je voudrais juste m'arrêter donc un instant sur l'ancienne politique de maintenance de l'éditeur, qui vont donc concerner les versions antérieures à la V12. Et en particulier, je vais m'arrêter sur la V11, dont quelques-uns de nos clients sont encore équipés, pour préciser que cette fameuse V11 arrivera en phase de lifeline à partir du 1er juillet 2023. Et donc, une extension de maintenance est prévue par l'éditeur pour une année supplémentaire et cette extension donc, va courir jusqu'au 1er avril 2024. Mais au-delà de cette date, finalement, la V11, comme les autres versions de CEDUX3, enfin les autres versions antérieures, donc V11, V9, V8, etc., ne seront plus maintenues et plus couvertes par l'éditeur à compter de l'année prochaine. Donc, c'est finalement un argument supplémentaire s'il en fallait un de plus pour envisager le passage en V12. C'est important de s'arrêter sur ce calendrier également pour l'avoir en tête et savoir qu'effectivement, toutes les versions antérieures à la V12, à partir du second semestre 2024, ne seront plus maintenues par l'éditeur. Si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire via le chat et évidemment, on y répondra en fin de session. Je vais maintenant laisser la main à Bertrand pour évoquer donc avec vous le sujet de la facturation électronique avec le RP CEDUX3. Bertrand, du coup, c'est à toi. Merci Mariam. Donc, je reprends le relais sur la facturation électronique. Donc, c'est le sujet là, à venir pour cet exercice l'année prochaine et les années à venir, donc qui concerne une réforme fiscale souhaitée par notre administration fiscale, bien sûr, pour renforcer et lutter contre la fraude à la TVA. Sachez déjà qu'au niveau de l'Europe, ce sujet de la fraude à la TVA représente plusieurs centaines de milliards d'euros. L'Italie a déjà mis en place donc cette réforme dès 2019 et dès 2019, ils ont déjà récupéré, l'État italien a récupéré 2 milliards d'euros. Et ils ont, un peu comme la France, dans l'objectif de récupérer à peu près une vingtaine de milliards d'euros pour lutter contre cette fraude à la TVA. Bien entendu, l'administration fiscale met en œuvre un calendrier d'application en fonction des différentes structures, différentes sociétés. J'y reviendrai après. Ça va passer par des nouveaux formats de factures. Donc, on n'aura plus le format papier classique, on n'aura plus le format PDF classique. Ça va passer par, à terme, un format, donc pour l'administration fiscale, ça sera le format FactureX. J'y reviendrai après, qui sera disponible sur un nouveau portail. Il y aura aussi pour identifier des factures, des circuits. On verra comment, en fonction des différents acteurs, comment pourront transiter ces factures entre un vendeur et un acheteur, entre entreprise A et entreprise B. On verra les éventuels circuits qu'on pourra mettre en œuvre. Donc, la facture électronique, c'est ce qu'on appelle de l'invoicing, de la facturation électronique, bien entendu. C'est le dépôt, le suivi de ces factures pour les factures B2B ou B2J. Actuellement, vous l'avez déjà pour le B2J avec Chorus Pro. Demain, ça va être étendu sur de nouvelles plateformes. Par contre, la partie facturation électronique, invoicing, ne s'applique pas donc au cas des factures B2C ou B2B internationales. En parallèle de tout ça, la facturation électronique, ça concerne également un chantier de e-reporting. Le e-reporting, c'est tout simple, c'est pour remonter les informations administration fiscale dans le cadre des transactions B2C, B2B internationales et tout ce qui tourne autour des encaissements, notamment des prestations de services. En fait, vous l'aurez compris, tout ce qui est encaissement, c'est pour la déclaration donc, de l'enclenchement de la TVA collectée par l'administration fiscale. On comprend que pour la TVA sur les débits, c'est dès l'enregistrement de la facture. Donc là, le invoicing va permettre d'effectuer cette remontée d'informations. Par contre, pour tout ce qui est TVA sur encaissement, c'est bien entendu l'encaissement qui va permettre de produire les données nécessaires pour que l'administration fiscale puisse donc collecter les données de TVA
Et à terme, l'idée, c'est simplement pour elle de pousser donc un pré-remplissage de la déclaration de TVA, un peu comme on le fait, c'est devenu maintenant d'actualité avec les feuilles d'imposition fiscale. Là, ça va être la même chose pour la déclaration de TVA. Bertrand, j'ai une question Oui, dans le chat à propos de la notion de B2J. Alors, il y a une réponse qui a déjà été apportée. Est-ce que tu confirmes que c'est bien business to government? B2B, alors j'ai pas bien compris la B2J, question. B2B, c'est business to business et B2G, B2G. business to government, pardon. Ok. Donc, c'est le fait de, c'est les échanges entre finalement l'entreprise et enfin, Et l'État, l'administration fiscale. voilà, de toute façon, tous les services administratifs. Vous l'avez déjà, le B2G, il est déjà d'actualité aujourd'hui avec le renvoi des factures sur Chorus Pro, sur la plateforme Chorus Pro. Donc Chorus Pro aujourd'hui fonctionne. Demain, on verra en fonction du calendrier, va être remplacé par le PF, donc le portail public de facturation. Je vais y revenir juste après. Merci. Est-ce que tu peux nous présenter du coup le calendrier? Merci. Bah voilà, j'y vais, Mariam. Donc le nouveau calendrier. Donc déjà, les objectifs de ce calendrier, bien entendu, comment on va passer par la facturation électronique, c'est diminuer et faciliter la gestion des factures et leurs coûts. La TVA, bien sûr, la fraude à la TVA, ça c'est ce que souhaite l'administration fiscale, et elles vont profiter, grâce à ces fichiers électroniques, pour collecter de l'information, de la data. Grâce à ces flux en émission, en réception, tout va pas transiter à un moment donné par le portail public de facturation. Ça permettra donc à l'administration fiscale d'apprécier donc l'activité économique de la France par rapport aux différents sujets de facturation. En termes de calendrier, c'est très simple. Toutes les entreprises se doivent de réceptionner les nouvelles factures électroniques à partir de juillet 2024, quelle que soit leur taille. C'est-à-dire qu'à partir du 1er juillet 2024, si vous recevez une facture électronique ou format facture X, vous ne pourrez pas la refuser. Vous serez obligé de l'intégrer. En intégré, c'est, si je pousse un peu le bouchon un peu plus loin, pas forcément automatique, ça pourrait être manuel. Mais bon, à terme, c'est pas viable, donc il faut l'intégrer de façon plus ou moins automatique de toute façon. Mais voilà, vous ne pourrez plus dire à votre fournisseur, bah non, j'en veux pas, envoie-moi une facture PDF. Lui, s'il a décidé de vous l'envoyer, vous serez obligé de la réceptionner, format facture X, dès juillet 2024. Après, en fonction de la taille des entreprises, donc les très grandes entreprises, donc au-delà de 5000 salariés ou 1,5 milliard de chiffre d'affaires, ceux devront d'émettre les factures au format facture X à compter du 1er juillet 2024. Donc là, sur le parc X3, c'est moins d'une vingtaine de clients qu'on on a essayé d'identifier. Et donc, le cadre qui concerne plus X3, c'est toute la partie ETI, donc la partie du milieu, où là, les entreprises devront émettre des factures au 1er janvier 2025. Donc, les entreprises entre 250 et 5000 salariés, et donc un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard et au-delà de 50 millions. Voilà. Après, il y a les TPE, où là, dès le 1er janvier 2026, devront émettre également donc des factures au format facture électronique. Donc, à partir du 1er janvier 2026, toutes les entreprises, aussi bien en réception qu'en émission, auront des flux électroniques en France. Très clair. Alors maintenant, pour pouvoir gérer ces factures électroniques, on va avoir à disposition différentes plateformes associées à cette facturation. Donc la première, c'est la plateforme publique, la PPF, le PPF, portail public de facturation, on dit aussi la PPF, parfois plateforme ou portail, hein, ça fait un petit amalgame. En fait, c'est l'ancienne plateforme publique Chorus Pro qui sera remplacée. Pourquoi? Parce que Chorus Pro aujourd'hui gère un certain volume, mais vous imaginez bien que demain, avec toutes les entreprises françaises qui vont envoyer des flux, la plateforme va avoir donc des besoins beaucoup plus puissants en termes de traitement de millions et de millions de factures. Donc c'est pour ça que ça sera ce nouveau portail public de facturation qui sera la plateforme gratuite, qui sera donc pour être choisie par les entreprises et qui va remonter les informations à l'administration fiscale. Donc, ce PPF mettrait aussi à disposition un annuaire centralisé de toutes les entreprises qui permettra donc à chaque tiers de savoir par quel flux il faudra passer. Donc, ça sera le recensement de toutes les sociétés avec leur SIRET, leur SIREL, leur idée de TVA et leur choix de dématérialisation. J'y reviendrai après.
Donc, le portail public saura aussi convertir certains formats. Donc, on a des formats intermédiaires, UBL, une CFAX C2I, etc. Donc, saura les convertir au format FactureX, qui sera normalement le format de base. Pour toutes les entreprises qui choisissent de transiter directement par le PPF, celui-ci proposera un archivage donc légal à valeur probante pour 10 ans. Et bien entendu, il y aura une certaine tolérance pour toujours déposer manuellement des factures PDF pendant cette phase transitoire, donc jusque janvier 2026 a priori. Il faut savoir que cette plateforme publique, administration fiscale, a décidé de la mettre à disposition qu'à compter de janvier 2024. Hein. On est vraiment dans des délais où c'est très court, hein, où ça évolue au fil des mois. Donc, ça va être difficile de pouvoir tester avant. Donc, même si des évolutions sont mises à disposition, on pourra tester qu'à compter de janvier 2024. Il y aura aussi à disposition des plateformes privées. Donc, ces plateformes privées vont être en complément du portail public de facturation, donc les fameux PDP, hein, qui vont assurer des fonctionnalités complémentaires au PPF, mais déjà qui permettront quand même d'émettre et de transmettre les différentes factures électroniques à destination des clients, mais qui va permettre également de transiter des données de facture et de les remonter éventuellement au PPF. Elles pourront notamment, ces plateformes de dématérialisation partenaires, avoir des services complémentaires pour ajouter des informations qui ne seraient pas présentes au départ, éventuellement convertir des fichiers, etc., etc., et gérer des formats, par exemple, intermédiaires qui ne seraient pas compatibles avec le PPF, notamment des formats tels que des formats Edifact, etc., qui pourront passer par ces PDP pour que ce soit converti au bon format FactureX. Bien sûr, elles seront immatriculées et auditées régulièrement par l'administration fiscale avec des normes de sécurité. Et puis, vous, les clients, auront possibilité peut-être un jour de choisir un PDP. Et si, pour une raison quelconque, elles ont plus besoin des services de ce PDP, elles pourront le remplacer, jouer l'interopérabilité et passer directement sur le PPF. Donc, je vous invite aussi, hein, il y a beaucoup d'informations sur Internet, etc., mais notamment, il y a la liste des pages d'informations sur le site impôts.gouv.fr, sur facture électronique. Vous allez retrouver beaucoup d'informations. J'ai Donc, remis je le vous lien. invite à y parcourir. Voilà. Tu l'as mis dans le chat, le lien? Exactement. Le lien figure dans le chat si vous souhaitez le consulter. Merci, Myriam. Ensuite, il y a les OD, opérateurs de dématérialisation. Donc là, pour être concret, on va dire que Sage avec Sage X3 et ces autres solutions sera OD. Donc ça veut dire qu'on permettra de produire le fichier, mais qu'on ne sera pas plateforme, l'OD n'est pas forcément plateforme de dématérialisation partenaire, hein, et donc ce sont des intermédiaires qui permettent de produire la data, le fichier, et ensuite de le transmettre sur les plateformes, et ensuite les plateformes stockent ou enrichissent ces éléments-là. On n'a pas pour objet en tant qu'OD à remplacer donc la plateforme privée, et donc on communiquera toujours, hein, et on aura cette capacité aussi avec Sagis3 à communiquer avec les différentes plateformes, soit publiques, soit partenaires, pour récupérer différents statuts des factures. J'y reviendrai juste après. Comment ça va se passer en termes de circuit des factures? Déjà, vous voyez sur la partie du bas, donc le schéma le plus simple, c'est le portail public de facturation. Une entreprise C donc vend à l'entreprise D ici, elle passe par le portail public de facturation. L'entreprise D vient sur le portail public de facturation et récupère la facture. Vous voyez qu'ici, Sage X3 se positionne ici en tant qu'OD de chaque côté. Si les deux clients ont X3, voilà comment ça se passe. Après, d'autres clients d'autres tiers ont la possibilité de passer par une PDP pour différents besoins d'enrichissement de fichiers, par exemple. Donc, l'entreprise A pourrait passer par un PDP et envoyer à l'entreprise B qui elle-même a un PDP. Vous me direz, quand je suis entreprise A, comment je sais que je dois passer par cette PDP numéro 2 qui est marquée sur ce schéma? Eh bien, grâce à l'annuaire centralisé qui sera présent au niveau du PPF. Donc, moi, entreprise A, je vais, via mon PDP, communiquer avec le PPF à l'annuaire centralisé. Sur cet annuaire, mon tiers B, qui est ici, va me renseigner sa plateforme partenaire, donc ce qui permettra donc depuis mon PDP d'envoyer directement à la plateforme partenaire de l'entreprise B.
Voilà des exemples de flux. Et bien entendu, il y a toujours des mises à jour de données qui iront sur le portail public de facturation. Donc, la facturation électronique, vous l'aurez compris, il y a un véritable enjeu, mais ce n'est pas qu'un sujet technique de facturation, pas qu'un simple sujet de facturation. Ça concerne aussi du e-reporting, donc de la data qu'il faudra pousser, donc qui, bien entendu, est à mettre en regard en fonction du calendrier émis sur la facturation électronique. Et donc, c'est remonter des informations pour que toutes les transactions B2B internationales, ce sont les factures envoyées ou reçues hors importation de biens, donc dans l'Europe, notamment des factures avec l'autoliquidation de TVA, etc., qui seront à remonter en termes de data pour identifier les flux de TVA. Ça va être également toutes les transactions B2C, notamment les tickets de caisse. Pour ceux qui ont des activités, des tickets de caisse, il faudra produire des éléments associés à la TVA, eu égard à ces flux de caisse. C'est aussi toutes les transactions un peu typiques, les transactions hors facture, etc., qu'il faudra identifier en tant que telles et pour lesquelles il faudra produire du e-reporting. Et comme je disais tout à l'heure, toute la partie encaissement, à partir du moment donné où donc, il y a une collecte de TVA, il faudra produire donc, l'information au moment de la collecte, donc de l'encaissement. Excuse-moi, on a une question à ce stade qui concerne les notes de frais. Quid des notes de frais, justement? Alors, c'est une bonne question. Les notes de frais, normalement, elles devraient collecter aussi, elles devraient aussi enclencher la TVA. Alors après, je n'ai pas forcément plus de détails que ça sur ces éléments-là, mais normalement, ça devrait aussi être un élément enclenchant la TVA. Merci. Voilà. Après, il y a les typologies, il faut voir est-ce que ça passe par du débit, est-ce que ça passe par l'encaissement, etc., au niveau de la TVA. Je vois passer, je n'avais pas regardé, oui, on pourra vous envoyer bien entendu le support à la fin de la présentation. Donc, comment ça va se passer, ces éléments-là? Vous voyez que ce n'est pas si simple que ça. Donc, il va falloir identifier certains flux. Donc, peut-être ça va porter ou demander certains aménagements sur la gestion de type de facture, de type de transaction, pour identifier les flux dédiés, les remonter. Alors après, est-ce qu'il faut réfléchir à passer directement par la PPF? Si c'est des flux simples, j'aurais tendance à dire que le PPF permettra d'assurer tous les services. En revanche, pour des flux plus complexes, notamment des tickets de caisse, peut-être que le PDP aura tout intérêt pour remonter les informations associées à ce ticket de caisse. FactureX, juste pour vous dire, c'est un format de facture. Il y a une information aussi qui est franco-allemand, qui a été documentée. Bon, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce format FactureX, c'est un fichier PDF qui est mixé, un format mixte, avec des données de type XML. Donc, l'XML, bien entendu, à l'œil nu, on ne peut pas l'identifier, mais il y a quand même le PDF pour identifier la facture. Et ce format, bien sûr, il y a plusieurs versions. Il y a du basique, etc., de l'étendu, de l'étendu complet, qui aura donc plusieurs plusieurs niveaux de profondeur d'information. Ça pourra être en premier niveau, plutôt des informations d'en-tête, et jusqu'à l'étendu, où il y a toutes les informations jusqu'au détail des lignes. Vous voyez ce format-là, maintenant, vous aurez l'habitude de retrouver, qui est le format FactureX, que vous pourrez identifier sur des flux de factures, pour identifier que c'est bien une facture électronique. Alors, autre point important, vous l'aurez compris, maintenant les factures, elles vont échanger de part et d'autre selon différentes plateformes. Donc, il va pouvoir, vous, chef d'entreprise ou comptable, vous allez, ou vendeur ou acheteur, vous allez vouloir savoir où en est votre facture. Vous aurez à disposition de ce circuit donc des statuts des factures qui permettront notamment de savoir où en est la facture. Pardon. Donc, il y a 4 statuts qui vont être obligatoires. Il y a le statut déposé, rejeté, refusé et encaissé. Donc, si je reprends le schéma, donc un fournisseur va déposer sa facture sur la plateforme va l'intégrer, etc. Et pour des raisons techniques, on peut imaginer qu'elle la rejette. Donc là, il y aura une information si c'est rejeté techniquement. Ensuite, si la plateforme est dans le meilleur des cas, je pense que ça sera peut-être à la mise en place au départ, qu'il y aura plus ou moins quelques cas de rejet, mais on va dire qu'à terme, ça devrait être minimisé. La plateforme va te la mettre à disposition donc, de l'acheteur et celui-ci va la prendre en charge
Et à ce moment-là, il peut très bien aussi, lui, à ce niveau-là, la refuser. Imaginons qu'il reçoit une facture avec des prestations pour lesquelles il n'a pas fait l'objet de facturation, etc. Donc, sur des cas comme ça, on pourrait imaginer qu'il puisse refuser, donc là, c'est plutôt un point de vue fonctionnel, la facture. Donc après, il y a des statuts intermédiaires. Vous voyez ce qu'il y a en vert avec les boulets de pointe orange, là, qui sont suspendus, je laisse en litige, je l'approuve ou je l'approuve partiellement. Puis à un moment donné, quand tout est OK, l'acheteur va effectuer le paiement. Donc, il y aura un statut du paiement transmis. Et c'est surtout que ça va remonter donc, au niveau de la facture avec ce statut obligatoire qui est encaissé. Encaissé, donc ça veut dire que la TVA va pouvoir s'enclencher. Et c'est ce statut-là qui est également obligatoire. Et qu'on pourra solliciter. Alors, dans X3, on aura ces éléments-là. On va avoir un tableau de bord qui permettra de voir pour chacune des factures à quel statut elle se trouve. Alors, comment ça va se passer avec Sage X3? Déjà en termes de roadmap. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on met en place en termes d'automatisation des flux de facturation, donc on parle aussi bien des flux en tant que sortants, on parle également des fonctionnalités de e-reporting. Tout ça va être produit par Sage X3, mais il faudra être à minima en V12 et à un certain niveau de release. Je vais revenir juste après. Donc, ça va permettre aussi, cette roadmap, d'améliorer certains traitements pour permettre la production de la facture au format facture X. Si on se projette un peu sur la facture de vente, aujourd'hui, on édite une facture au format PDF, on l'envoie soit par mail, soit au format PDF au client. Celui-ci l'intègre, etc. Demain, ça va se faire en automatique. Donc, il va falloir pouvoir modifier les traitements pour générer le format facture X. Donc déjà, dès la release 2022 R4, c'était peut-être un peu transparent pour certains d'entre vous, mais on a apporté des améliorations sur certaines fonctionnalités, notamment quand on met les factures avancées, c'est les factures d'acompte qu'on traite maintenant de façon mieux maîtrisée. On a aussi préparé l'amélioration de l'impression des factures de vente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 2023 R1, il va y avoir un premier niveau au niveau de la release d'avancée pour la préparation des données de e-invoicing. Donc, c'est toute la préparation des outils de génération de XML qui vont être mis à disposition. Tout ceci pour permettre la production de factures sortantes, donc des factures de vente. Il faut comprendre que c'est un chantier qui est assez colossal au niveau de Sage X3, qu'aujourd'hui, la facture de vente, elle passe par une impression PDF, vous le savez tous. En général, elle est même personnalisée en fonction de votre cadre d'utilisation, avec vos logos, un pré-imprimé dédié, des mentions peut-être particulières, un SIRET, etc. en bas, des informations qui vous sont propres. Demain, on va simplifier cette édition de la facture de vente. Aujourd'hui, il y a un traitement de pré-initialisation qui est effectué par Crystal Report, qui va être allégé demain pour que Crystal Report ne fasse plus que la simple édition de la facture de vente. Comment ça va se passer? Dès les différentes saisies, on va venir ajouter des tables qu'on va alimenter en fonction des données saisies. Ces tables, elles devront contenir toutes les informations pour que l'État Crystal Report vienne simplement lire les différentes tables et permettre donc l'édition de la facture sans avoir à préparer, à traiter des données. Ça, c'est une grosse évolution qui est plus ou moins en mode silencieux pour l'instant. Et on va dire que ces évolutions-là, elles ne seront vraiment disponibles que sur la 2023 R2. On va dire que ça, c'est plutôt intermédiaire, ça sera assez transparent et ça sera que 2023 R2, vous aurez à disposition ces différentes fonctionnalités, y compris avec l'ajout de la gestion des factures entrantes. On pourra les collecter et intégrer des factures électroniques des plateformes avec les fonctions de e-reporting. Pour gérer ces éléments-là, on va mettre à disposition aussi des processus donc, de supervision, des start and stop, c'est tout ce qu'on appelle les traitements par l'eau, etc., avec plus ou moins des fréquences de rafraîchissement qui seront paramétrables en fonction des besoins de chacun de nos clients. Comprenez par là, je vous ai parlé tout à l'heure des statuts. Pour récupérer les statuts, on va se connecter à la plateforme. Donc là, c'est pareil, on pourra paramétrer la durée de rafraîchissement pour accéder à ces différentes plateformes, pour avoir ce tableau de bord mis à jour directement de Sage X3 et éviter à chaque fois d'aller se reconnecter à une plateforme. On aura ce point de centralisation de Sage X3. Vous comprendrez que si la facture a été émise disponible sur le PPF ou qu'elle soit passée par un PDP,
que vous n'ayez pas, vous, utilisateur, à aller rechercher où se trouve le statut de la facture, ça sera dans le tableau de bord de CGX3. Alors, la grosse problématique de tout ça, c'est que la plateforme PPF sera disponible pour test qu'à compter de janvier 2024. Donc, on va dire que la release 2024 R1 permettra vraiment l'exhaustivité, la gestion d'exhaustivité du paramètre de la facturation électronique, car c'est qu'à partir de janvier 2024 qu'on pourra tester la connexion à la PPF. Alors, vous imaginez que s'il y a des réglages ou des correctifs à apporter, ça sera fait qu'à partir de la 2024 R1. Donc tout ceci, on garantit, c'est pour pouvoir permettre un démarrage en juillet 2024, tel que demandé soumis par le calendrier d'administration fiscale. L'autre point qui est important, je voulais revenir là-dessus aussi, c'est que sur cette 2024 R1, on réfléchit aussi avec notre R&D pour proposer un service PAC, comme on l'a mentionné tout à l'heure, qui va permettre notamment d'anticiper, ne pas attendre le printemps pour récupérer cette release. Et peut-être que si vous êtes à jour d'une release 2023 R2, d'en bénéficier dès janvier, par exemple, ou février. Enfin, ça sera mis à disposition en fonction de notre R&D pour pouvoir anticiper ces tests. On avait une question Oui. avant sur la slide précédente à propos du traitement des factures pro forma. Quel sera justement le traitement des factures pro forma? Alors, je n'ai pas d'informations détaillées sur cette partie. Les factures pro forma, normalement, ne sont pas des. Alors, je ne sais pas si elles rentrent dans le cadre. Déjà, il faut identifier si ça rentre dans le cadre de la facturation électronique. Mais je n'ai pas d'informations là-dessus. Je préfère ne rien dire. Je vais m'enseigner. Je vais bien revenir vers vous. On va noter la question, Mariam. Très bien, c'est noté, merci. Merci Bertrand. Je ne pense pas également qu'on soit impacté pour les proforma puisque ce ne sont pas des factures officielles. Donc, dans le cadre de l'EDI, par exemple, il n'y a pas il y a zéro impact. Donc, j'imagine que pour la facture X, ça doit être la même chose. Je reviendrai, j'irai dans ce sens-là aussi, Médad, où normalement, ce n'est pas une vraie facture. Donc, je ne pense pas que ça concerne la facturation électronique. Mais je vais le vérifier. Je reviendrai. On note la question, Maria, mais on reviendra vers la personne. C'est noté. On passe au conseil, à la partie sur les Voilà, conseils pour tout anticiper. à fait. Tout à fait. Et on est à 48, tout à fait. Donc, déjà, il faut, au niveau de votre organisation, commencer à préparer ce chantier. Vous l'avez certainement fait ou pas. Bon, voilà. Donc, c'est déjà nommer un référent ou une équipe qui va permettre de se pencher sur ce sujet de la facturation électronique et y réfléchir. C'est inventorier, lister vos différentes solutions. Est-ce qu'elles sont compatibles? Est-ce qu'elles vont permettre de gérer la facture électronique? Ce qui va permettre notamment aussi de réfléchir s'il faut passer par une plateforme partenaire pour compléter les informations. Comment aujourd'hui vous gérez votre collecte de TVA? Est-ce que tous les process le font nativement sur les encaissements? Ou alors est-ce que vous avez des opérations atypiques? Il va falloir en faire en sorte qu'elles rentrent plus dans une collecte normale et fluide. Est-ce que demain, les factures vont avoir un nouveau cycle de vie? Donc, c'est au départ, certes, les comptables qui saisissent aujourd'hui, les personnes qui saisissent aujourd'hui vont toujours avoir un petit peu de vigilance sur l'intégration de ces factures, mais à terme, ça va leur donner du temps. Ça devrait les occuper moins. La partie saisie va diminuer. Donc, du coup, on pourra donc avoir mesuré aussi cet impact au niveau des collaborateurs pour voir comment les régulier sur d'autres travaux de contrôle. Des travaux à plus forte valeur ajoutée sur la gestion de la trésorerie, etc. etc. Ce que je vous disais, c'est aussi évaluer est-ce que vous allez passer par le portail public de facturation ou par de plateforme partenaire pour enrichir les fichiers s'il manque d'informations. C'est également échanger donc avec vos experts comptables, avec ceux qui valident vos comptes pour voir un petit peu en fonction de vos activités s'il y a des impacts particuliers à prendre en compte. Mais j'aurais tendance aussi à dire communiquer en interne de votre entreprise aux comptables, mais aussi aux personnes du négoce. Ça impacte aussi votre DSI, parce que c'est le système d'information. Donc, vous voyez, ce n'est pas qu'un simple projet technique, comme on disait tout à l'heure, de facturation. Ça reste un vrai projet d'entreprise qui est transverse. Et je tiens à le dire, j'ai mentionné tout à l'heure la dernière release 2024 R1 qui va pouvoir permettre de bénéficier de toutes les fonctionnalités. Mais c'est clair qu'à ce jour, ça va continuer à évoluer. On parle de ce chantier jusqu'en 2030 au niveau de l'Europe. Donc, ça veut dire que vous aurez aussi une vigilance, vous, messieurs, mesdames les clients, pour être à jour de votre version X3, parce que ça va évoluer régulièrement. Et je pense que les patchs vont permettre de traiter certains correctifs ou certaines évolutions attendues par l'administration fiscale.
Donc, d'ores et déjà, mesurer aussi et commencer déjà à anticiper des actions au niveau de votre système d'information, notamment. C'est lister, comme je disais tout à l'heure, tous les processus qui impactent la TVA, toutes les solutions, voir s'il y a des modifications. On parle de, par exemple, sur la facturation intragroupe. Si vous passez aujourd'hui par des fichiers Excel, des fichiers Word, etc., demain, il faudra que ça soit tracé par des vrais process. Normalement, les écritures OD, etc., ça devrait être minimalisé. On devrait passer par facture de vente, facture d'achat réciproque. Ce sont des exemples, par exemple, de flux qu'il faudra donc retravailler. Il faudra aussi travailler sur votre data, vos différentes données, votre base tiers aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont à jour, vos différentes bases tiers? Est-ce que vous en avez qu'une? Est-ce que vous en avez plusieurs? Est-ce que vous avez tous les sirettes? Est-ce que vous avez les sirènes? Si vous êtes en échange, intracommunautaire, est-ce que vous avez l'ID de TVA intracommunautaire qui est renseigné? Ça paraît tout bête, ces informations-là, mais voilà, ça peut demander du temps. Et puis, il faut identifier les différents systèmes. Ensuite, vos tiers, est-ce qu'ils sont en double? Est-ce que vous avez besoin de les doublonner? Vous pouvez très bien avoir créé ces tiers en double pour différentes raisons, l'alimentation d'analytiques particulièrement, l'alimentation des données comptables. Donc, mesurer demain si ça peut avoir un impact sur la facturation électronique. Votre paramétrage de TVA, je disais tout à l'heure, est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il gère tous les flux? Demain, ça devra passer par d'automatisation. Donc ça aussi, il y a peut-être un travail sur ces données pour vérifier que toute la partie TVA, elle s'alimente bien sur les bons comptes, les bons taux, etc., etc. Donc, tous ces changements-là vont aussi avoir un impact sur l'évolution de votre organisation pour traiter des factures qui vont entrer et puis voir aussi aux différentes personnes qui saisissent aujourd'hui comment donc réorienter leurs travaux au quotidien sur de la valeur ajoutée en termes de contrôle, par exemple, ou autre traitement. Vous allez pouvoir aussi récupérer de la data, donc faire des analyses aussi de performance. L'État va le récupérer, mais vous aussi, vous pourriez très bien traiter ces éléments-là pour mieux mesurer vos flux de facturation, de dépenses ou de revenus. Et bien entendu, un point important, je disais, mettez-vous à jour de vos applications. N'attendez pas le 1er juillet 2024. Vous comprenez qu'il va certainement y avoir un petit goulet d'étranglement d'ici là. Si tous les clients se réveillent en mois de juin 2024, ça risque d'être un petit peu chaud. Donc ça s'anticipe. C'est un projet donc, de longue haleine, mais déjà mesurez, voyez avec votre partenaire Arcane notamment, pour traiter ces éléments-là, anticiper en mode projet et planifier. Donc, par rapport aux différentes applications, les montées de version, etc., ou les éventuels compléments que vous pourriez utiliser en passant notamment par des PDP qui vont permettre d'enrichir la data. Voilà, j'en ai fini. Je te redonne la main, Oui, Mariam, sur effectivement. ce slide. Tout à fait, oui. Donc, merci déjà beaucoup pour toutes ces précisions, tous ces conseils que tu as pu délivrer à nos clients. Je vous rappelle effectivement que la semaine prochaine, nous aurons un webinaire dédié à la solution SEDUDoc pour aller un peu plus loin, pour voir un petit peu ensemble comment vous préparer justement à la dématérialisation des flux de facturation, comment également digitaliser vos documents avec une solution JED et le point le plus important, c'est surtout pourquoi finalement choisir SEDUDoc lorsqu'on est déjà équipé de SEDX3. On a effectivement des nouveautés à annoncer sur le connecteur entre SEDX3 et UDoc. Mais c'est un sujet que l'on abordera la semaine prochaine. Donc, notez-le d'ores et déjà. Beaucoup d'entre vous sont déjà inscrits à cette session de mardi prochain à 11 h. On vous attend nombreux. On continuera effectivement de relayer cette invitation. On a effectivement donc terminé cette présentation. J'avais une question sur laquelle je souhaitais revenir au niveau du calendrier. Bertrand, si tu peux revenir au niveau du calendrier de la loi de bien facturation. sûr. Nous avions donc une question de Benoît Damrose qui nous demandait si les entreprises avec un effectif inférieur à 5000 personnes, mais cotées en bourse, sont concernées par la première phase. Les entreprises inférieures à 5 000, donc les ETI, cotées en bourse, alors c'est toutes celles qui sont assujetties à la TVA, cotées en bourse. Je ne suis pas sûr que, non, à mon avis, il doit suivre ce calendrier-là. Donc pour l'émission, donc la réception c'est juillet 2024, mais pour l'émission, je pense que c'est janvier 2025. À partir donc du 1er janvier 2025. 2025, tout à fait.
On va donc maintenant passer aux sessions de questions-réponses et on va pouvoir prendre vos questions si vous en avez. N'hésitez pas, justement, là, c'est le moment d'ouvrir vos micros si vous avez des questions. On a effectivement la chance d'avoir avec nous la présence de Bertrand pour nous aider à répondre à ces questions. Il y a peut-être aussi des questions directement pour Arcane. Les webinaires sont l'occasion justement de pouvoir répondre à vos interrogations sur ce sujet de la facturation électronique. Alors, attendez, je vois. Alors, je vois qu'il y a déjà une question sur les dates de sortie des releases. Alors, oui, c'est la R&D Sage qui propose ces dates de sortie. Donc, pour la 2023 R1, c'est avril. Je n'ai pas le jour exact, mais on va dire c'est le mois d'avril 2023. Et la R2, c'est octobre 2023. Très bien. Est-ce que éventuellement il y aurait d'autres questions? Est-ce que vous m'entendez? Oui. De très loin, mais allez-y. Alors, je suis Madame Boriani, Société Resistex. Alors, moi, j'avais une question par rapport justement à ce calendrier. Donc, nous sommes une TP, enfin, on est TPE, PME. Donc, à l'émission, j'ai bien compris que l'obligation, elle était à partir de janvier 2026 et à la réception de juillet 2024. Actuellement, nous sommes en V9, donc très vieille version. Pour la réception, on est obligé de migrer également ou est-ce qu'on peut attendre? Alors, c'est une très bonne question. Nous, Sage, donc, on propose que la migration, enfin, de mettre à disposition les fonctionnalités de la facture électronique à partir de la version V12 et la release 2024 R1, moins 3 releases. Voilà. Donc ça, c'est nos préconisations. Vous comprendrez qu'on ne va pas pouvoir pousser ces fonctionnalités de la facture électronique sur des versions antérieures. C'est trop lourd à maintenir, il y a trop d'impact. Les différentes fonctionnalités, le modèle de données a certes pu évoluer quelque peu. Donc c'est un travail colossal. Donc là, c'est notre recommandation, c'est de migrer vers la V12. Après, pour tous ceux qui ne pourraient pas, pour différentes raisons, c'est à vous de mesurer vos impacts, vos différents flux. Vous pouvez soit passer par une plateforme partenaire qui pourrait éventuellement compléter les données. Donc, ça veut dire quoi? Vous continuez à produire du PDF, mais à partir de ce PDF, il va falloir faire les remontées d'informations, le transit de ces informations sur la plateforme publique ou plateforme partenaire. Donc là, ça passe par une plateforme tiers partenaire qui va pouvoir assurer ces services et assurer également le e-reporting. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est quand même pas simple. Ça va avoir un coût qu'il faut pouvoir donc accéder à la base CGX3, identifier les informations et ensuite transiter vers là où les différentes plateformes. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair. Voilà. Donc, en résumé, c'est la version V12 qui va supporter les fonctionnalités de facturation électronique. Après, c'est au choix de chacun d'entre vous en fonction de votre contrainte, de vos systèmes d'information, de vos flux, de mesurer le fait de passer par une solution partenaire ou plateforme partenaire pour produire les informations associées à la facturation électronique. Alors, on a également une question de Nathalie Monteux qui nous demande si on a déjà référencé des partenaires de plateformes de dépôt. Est-ce que certains ont déjà été référencés? Alors, ils sont en cours. La liste exacte sera connue en septembre 2023. Et ils sont en cours d'authentification et d'homologation par l'administration fiscale. Mais il y en a déjà vous pouvez aller sur Internet. Il y a déjà des partenaires qui sont positionnés en tant que PDP. Très bien, merci beaucoup. On a également une question de Malik Yatoubi qui nous demande, d'après la présentation, CEDIX3 permettra d'émettre les factures au format du socle, Facture X. Oui. Dans quelle mesure travailler avec une PDP en complément de X3 serait nécessaire? Donc, en complément, donc pour certains flux qui ne seraient pas forcément complètement détaillés dans CEDIX3, donc, je citais notamment tout à l'heure les tickets de caisse. Vous n'avez pas de remontée de facture ou de tickets de caisse qui serait géré dans X3, c'est une application à côté. Là, il faudrait passer donc par un éventuel PTP pour produire les informations associées à ces flux-là. Donc, ce sont plutôt sur des flux un peu atypiques où il faut mesurer le besoin de cette PDP. On va dire que sur des flux classiques B2B bien identifiés, gérés en tant que tel dans CEDIX3 va permettre de gérer toutes ces données qui rentrent dans le socle standard FactureX.
Après, c'est pour tous les flux atypiques qui ne seraient pas complètement intégrés et avec les informations donc, de TVA qui seraient présentes dans CGX3, qui seraient à gérer par un PDP. Très bien. On a encore une question à propos donc, des clients qui seraient encore en EDI. Est-ce que ces clients en EDI doivent passer également par un PDP? Après, ça va dépendre du format que propose ces EDI, mais il faut que ce soit un format qui soit, si ce format est différent de celui proposé, on va dire dans le cadre de la loi de la facturation électronique, il faudra passer par un PDP pour convertir le format, à moins que le partenaire EDI le fasse lui-même. Très bien. S'il y a d'autres questions, là pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. S'il y a d'autres questions, je vois une nouvelle question. Les factures intracommunautaires devront-elles être également déposées sur la plateforme? Alors, il va y avoir c'est du e-reporting, là, ça concerne du e-reporting. Les factures intracommunautaires devront donc faire l'objet de remontées d'informations dans le e-reporting. Je vous invite encore une fois à poser vos questions. Merci. Donc, à poser vos questions avant de clôturer donc, ce webinaire. Je vais juste avancer, si tu veux bien, Bertrand, sur la dernière dernière slide. slide. Je vais profiter de la présence de nos participants pour annoncer d'ores et déjà une date importante à retenir. Alors, on sort un petit peu du cadre, puisqu'effectivement, je ne vois pas d'autres questions pour le moment, mais on sort un petit peu du cadre de la facturation électronique. Mais j'aimerais déjà annoncer la date du jeudi 22 juin 2023 à Marseille, qui, comme je vous l'ai dit aussi dans la chronologie, 2023, c'est l'année de nos 40 ans. Donc, nous allons célébrer ces 40 ans le 22 juin prochain. Nous allons effectivement communiquer une invitation à tous nos clients. Soyez attentifs, vous serez tous contactés bien évidemment avec le programme qui est à venir. Et peut-être, Ménad, si tu veux ajouter un mot à ce propos, à propos des 40 ans, on invite effectivement tous nos clients à nous rejoindre donc, le 22 juin à Marseille. Effectivement, tous nos clients seront présents, je l'espère. Il y aura également tous nos partenaires, donc dont Sage en force, avec des ateliers de présentation. Peut-être qu'il y aura sûrement une redite autour de la facturation électronique et peut-être qu'on aura des éléments plus concrets à ce moment-là et puis d'autres sujets que l'on traitera ensemble, mais ce sera aussi l'occasion de se voir, de faire la fête dans un lieu, dans l'un des plus beaux lieux de Marseille, sûrement l'un des plus beaux. Donc ça va être une surprise, mais je serai ravi, on sera tous ravis de vous recevoir parmi nous et de fêter les 40 ans d'Arcane. Merci. Bel âge. C'était le bel âge. Voilà, donc cette annonce étant faite, je vous invite encore une fois, hein, si vous avez des questions, à les poser. Dans tous les cas, je vous ferai suivre un rapide questionnaire de satisfaction et peut-être également pour vous l'occasion de poser quelques questions supplémentaires. Je vous ferai également parvenir cette présentation. J'espère surtout qu'elle vous sera utile, que vous repartez finalement de ce webinaire avec un premier niveau d'informations sur la facturation électronique avec CEDX3, sur l'importance également du sujet et sur le calendrier qui s'approche, puisque 2024 arrive très vite. Je vous remercie effectivement tous pour votre présence. Merci pour votre attention et votre participation à ce webinaire. Merci à toi, Bertrand, pour la co-animation et pour la présence du coup de l'éditeur en ta personne, enfin, que tu représentes. Et voilà, merci à tous. Et merci à Marianne. tous. Merci. Merci Et Ménad. merci pour les compliments sur la doudoune également, par texto, les nombreux compliments que j'ai reçus. Merci. Merci à vous. Passez une belle journée. Au revoir. Au revoir. Merci.